Bonjour à tous, je suis Éric Thierry et je suis très heureux de participer à la 4e édition des rendez-vous d'histoire de Québec. Alors, malheureusement, je ne suis pas à Québec en ce moment, je suis à Troyes, hein, on enregistre l'émission dans la ville de Marguerite-Bourgeois, qui a été baptisée pas très loin d'ici. Alors, je travaille depuis fort longtemps maintenant sur l'histoire des débuts de Québec et j'ai publié il y a 2 ans les œuvres complètes de Samuel de Champlain aux éditions du Septentrion à Québec. Alors je continue mes recherches sur l'histoire de la Nouvelle-France et de temps en temps je fais des trouvailles dans les archives françaises. Et là, cette fois-ci, je vais vous présenter un document que j'ai découvert aux Archives nationales à Paris, et un document qui vient du fond de l'Amirauté de France. C'est un document qui nous montre un aspect pas connu de l'histoire des débuts de Québec, et puis surtout qui nous montre comment la ville de Québec a participé à la fondation de la ville de New York. En mai 1924, New York a célébré en grande pompe le 300e anniversaire de sa fondation. Que va-t-il se passer en mai 2024 pour le 400e anniversaire de la fondation de New York? On ne le sait pas encore, mais en tout cas j'espère que la ville de Québec sera associée à ce 400e anniversaire. La fondation de New York résulte d'une décision qui a été prise à Québec pendant l'été 1623 par Samuel de Champlain et par Guillaume de Quesne. Alors ça peut paraître très surprenant, je vais pouvoir vous l'expliquer grâce à une découverte que j'ai faite dans les archives de l'Amirauté de France qui sont conservées à Paris aux archives nationales. Au début du mois de mai 1624, est arrivé dans la baie de New York, dans l'embouchure du fleuve Hudson, un navire néerlandais appelé le New Nederland. Et ce navire, il avait quitté les Provinces-Unies, c'est-à-dire les actuels Pays-Bas, à la fin du mois de mars 1624. Il était commandé par Cornelis Jacobs May. Et à son bord se trouvaient 30 familles protestantes, 30 familles originaires du sud des Pays-Bas espagnols, donc de l'actuelle Belgique, et de la France. C'était donc des Wallons et des Français, et tous étaient francophones. Et c'était des gens qui étaient réfugiés aux Provinces-Unies, en particulier à l'Aide. Alors ces familles, elles vont fonder le fort Orange dans le cours supérieur de l'Hudson, près de l'actuelle ville d'Albany. Mais auparavant, le navire a débarqué 8 hommes sur une île appelée Northern Island, en néerlandais, c'est-à-dire l'île aux noix, une île qu'on appelle aujourd'hui Governor's Island dans la baie de New York. Et alors, la source principale sur cet épisode fondateur de l'histoire de New York, c'est une chronique d'un médecin d'Amsterdam qui s'appelle Nicolas van Wassenaer. Et alors, je vais vous lire un extrait de cette chronique. Il écrit « Il, donc il parle du New Nederland, ce navire néerlandais, trouva un Français ancré dans l'embouchure de la rivière, l'Hudson, qui s'apprêtait à dresser là les armes du roi de France. Mais les Hollandais ne pouvaient pas le permettre, cela étant interdit par leur commission reçue des seigneurs des États généraux et des directeurs de la Compagnie des Indes occidentales. Et afin de ne pas être spoliés, avec l'assistance de l'équipage du Mecquerel, qui était en amont, ils équipèrent une barque de 2 canons qui força le Français à sortir de la rivière. Celui-ci tenta ensuite de pénétrer dans celle du sud, mais il en fut aussi empêché par les colons qui se trouvaient là. Alors, que sait-on sur ce navire français? Les sources néerlandaises ne permettent pas d'avoir plus d'informations que celles qui sont fournies par la chronique de Nicolas van Wassenaer. Mais j'ai eu la chance de découvrir le récit du voyage de ce navire. J'ai découvert ce récit dans les archives de l'Amirauté de France, qui avait à cette époque-là son siège dans l'île de la Cité à Paris. Et ces archives sont aujourd'hui conservées aux Archives nationales à Paris. Le document que j'ai retrouvé nous apprend que ce navire s'appelait la Garde de Dieu et qu'il était commandé par Jacques Elck.
L'expédition, elle est racontée par Jacques Elck lui-même devant le juge de l'amirauté à Dieppe les 18 et 24 septembre 1624, donc à son retour de la baie de New York. Et ce récit a été repris dans un jugement de l'amirauté de France qui date du 3 décembre 1626. Alors ça, c'est une chance parce que toutes les archives de la ville de Dieppe ont disparu lors d'un terrible bombardement de la ville par les Anglais et les Néerlandais en 1694. Alors le document de l'amirauté de France, il nous dit que le navire, la Garde de Dieu, est arrivé, je cite, en pays des Iroquois, en une rivière nommée Ré-des-Montagui. Alors cette rivière de Ré-des-Montagui, elle m'a donné beaucoup de fil à tordre parce qu'elle est inconnue sur les cartes de l'Amérique du Nord-Est, les vieilles cartes qui datent des XVIe siècle et même du début du XVIIe siècle. En fait, Ré-des-Montagui, c'est une mauvaise transcription du toponyme Rio de Montagne, qui a vraisemblablement été lu par le capitaine Jacques Elck sur ses cartes. Il ne faut pas oublier que les capitaines de navires, à cette époque-là, ils n'utilisaient pas des cartes imprimées, ils utilisaient des cartes manuscrites. Et donc, Ré-des-Montagui, c'est très probablement une mauvaise lecture de Rio de Montagne. Alors ça, c'est un toponyme qui est hérité d'un voyage effectué par un Portugais, Estavo Gomes, le long des côtes de l'Amérique du Nord-Est en 1524 et 1525. Et sur les cartes, ce toponyme, Rio de Montagne, on le trouve aussi dans une région qui s'appelle les Montagnes Vertes. Alors, ce toponyme Montagne Verte, c'est un toponyme que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer parce que j'ai retrouvé aux archives, à la Bibliothèque nationale de France, tout un dossier qui avait été élaboré par Samuel de Champlain avant sa première expédition dans la vallée du Saint-Laurent en 1603. Et Samuel de Champlain parle justement d'une région qui s'appelle les Montagnes Vertes. Il nous dit que les montagnes vertes, elles sont appelées ainsi parce qu'il y a de très belles forêts de chênes et forces liquidambre, c'est-à-dire des copalmes d'Amérique. Et il dit que cette région, elle se trouve, c'est celle de la rivière de Bonne-Mère, au pays de Calicuas ou Iroquois. Et on a la chance parce qu'il nous donne la position de cette région. Il dit que cette région, elle se trouve sous le 307e degré de longitude, 41e de latitude. Et donc finalement, ça nous permet de nous repérer. Bon, la longitude est pas bonne, on ne savait pas la fixer à cette époque-là, au début du XVIIe siècle, mais la latitude, on savait la situer avec précision. Et en fait, 41 degrés de latitude, c'est l'entrée du détroit de Long Island, qui sépare l'île de Long Island de l'État américain du Connecticut. Et donc, ça me permet de dire que cette rivière de Ré-des-Montagui, dont parle le document que j'ai retrouvé dans les archives de l'Amirauté de France, eh bien, ça correspond très probablement au détroit de Long Island. Et le document nous dit aussi que le navire est arrivé au pays des Iroquois. Alors, les Iroquois, vous connaissez sans doute, vous en avez beaucoup entendu parler. Les Iroquois, généralement, on considère qu'ils habitent au sud du lac Ontario ou dans la région du lac Champlain. Mais il ne faut pas oublier que le mot Iroquois, en fait, c'est un mot basque, d'origine basque. Ça vient du basque Ilocoa, qui veut dire tueur. Et le mot Iroquois désignait les ennemis des Micmacs et des montagnais, des nations que les pêcheurs français fréquentaient depuis le début du XVIe siècle. Et les Algonquiens, comme les montagnais et les Micmacs, les Algonquiens, ils ne prononcent pas le L, donc Ilocoa, ils le prononçaient Iroquois. Et donc ça a donné le mot Iroquois. Donc les Iroquois désignent tous les ennemis des Micmacs et des montagnais. Alors, les Micmacs avaient en particulier comme ennemis les Almouchiquois qui vivaient entre la Kennebec et le sud du Cap Cod. Et donc, toute cette région pouvait être qualifiée de pays des Iroquois. Donc, même en étant à l'entrée du détroit de Long Island, eh bien, la Garde de Dieu était en pays des Iroquois.
En fait, le document, il nous précise ce que le navire a ensuite fait, et le document dit et serait parvenu au pays des Iroquois en une rivière nommée Redemontagui, où 2 jours après arriva un navire hollandais avec lequel il s'accorda de monter la rivière et faire conjointement la traite avec les habitants du dit pays nommés Iroquois. Alors, cette rivière, quelle est-elle? Eh bien, on peut l'identifier grâce à un ouvrage d'un Néerlandais qui s'appelle Jean de Leth, une histoire du Nouveau Monde ou description des Indes occidentales, et qui nous dit ce que les Hollandais avaient l'habitude de faire dans la région du détroit du Long Island. Et il nous dit qu'on rencontre le fleuve de Frise, ainsi nommé des nôtres, où ils ont coutume de traiter avec les sauvages. Alors ce fleuve de Frise que la garde de Dieu a remonté, eh bien ça correspond, on peut regarder sur les vieilles cartes néerlandaises, et ça correspond à la Thames River du Connecticut. Et donc le peuple que les Français rencontrent sur cette Thames River, en fait, et qu'ils qualifient d'Iroquois, en fait ce sont des Mohicans. Et les Mohicans, ce sont des Algonquiens. Et des Algonquiens qui ont l'habitude d'aller dans la vallée du Saint-Laurent et de faire des échanges avec les montagnais. Et pour ça, ils ont l'habitude de remonter le Connecticut. Alors, le document des archives de l'Amirauté de France nous raconte que les Mohicans de la Thames River ont été très heureux de pouvoir traiter avec des Français, eux qui avaient l'habitude souvent d'aller dans la vallée du Saint-Laurent pour obtenir des marchandises européennes. Là, ils ont eu la possibilité de les avoir directement. Et le document nous raconte que les Mohicans de la Thames River, ils ont voulu traiter uniquement avec les Français et pas avec les Hollandais du navire qui les accompagnait. Alors ça a provoqué la colère de l'équipage du navire hollandais, et les Hollandais ont en fait saisi toutes les fourrures de la garde de Dieu, et ils ont obligé la garde de Dieu à quitter la région. Et le document nous raconte, je lis, mais ne désirant le dit capitaine, donc il parle de Jacques Elck, le capitaine de la garde de Dieu, mais ne désirant le dit capitaine revenir avec honte au pays, dressa sa route vers le midi, le long de la dite côte, pour faire nouvelle découverte, ce qui lui réussit si heureusement qu'à 50 lieues de la première rivière, tirant vers les Virginies, il trouva dans une fort grande baie une rivière non encore découverte, laquelle est si pleine de castors, si grande et si belle, accompagnée de tout ce qui est requis à la vie humaine, que le dit capitaine y mit pied à terre, la nomma le Jardin de France, et y ayant aussi fait descendre quantité de ses hommes à terre, prit solennellement possession du dit pays pour sa majesté, donc il parle du roi de France Louis XIII, par les formes en tel cas requises, et y planta les armes de France. Donc le navire, il a quitté la Thames River, il a mis le cap vers le sud et il a parcouru 50 lieues, c'est-à-dire à peu près 200 km. Donc il suffit de regarder une carte de la côte est de l'Amérique du Nord pour se rendre compte du trajet. En fait, le navire a longé toute la côte méridionale de Long Island et il est entré dans la baie de New York. La forte grande baie dont il parle, c'est la baie de New York. Et la rivière si grande et si belle, eh bien, c'est la rivière Hudson. Alors, ça peut pas être l'East River, parce que l'East River, c'est de l'eau salée. C'est qu'un détroit. Et qu'il y ait beaucoup de castors dans la rivière Hudson, ça n'a rien d'étonnant, parce que quand Henry Hudson l'a exploré en 1609, eh bien, il l'a également remarqué. Alors, la rive de l'Hudson a été appelée Jardin de France. Alors, parce que la terre était très fertile et plantureuse, et parce que c'était une terre que le roi de France devait s'approprier pour en devenir jardinier. Donc le choix du nom de Jardin de France, en fait, renforce la prise de possession des rives de l'Hudson par l'érection d'une croix avec les armes de France. Donc les rives de l'Hudson, elles sont destinées à devenir, sous l'égide du roi de France, un nouveau jardin d'Éden.
Le document de l'amirauté de France nous apprend que les hommes de Jacques Helck ont pratiqué la traite des fourrures avec les autochtones de l'Hudson. Alors ces autochtones, ce sont des Mahicans. Les Mahicans, ce sont aussi des Algonquiens, et ce sont eux qui habitent à l'époque toute la vallée de l'Hudson. Et ces Mahicans ont très bien accueilli les Français, ont très bien accueilli Jacques Helck et ses hommes. Mais le document nous apprend que peu de temps après, 2 navires hollandais sont arrivés, dont probablement celui qui avait été rencontré par les Français dans le détroit de Long Island. Les hommes des 2 navires hollandais ont capturé la garde de Dieu, ils ont fait prisonnier Jacques Helck et ses hommes, ils ont même d'ailleurs humilié Jacques Helck puisqu'ils l'ont obligé à laver les ponts des 2 navires hollandais. Et après 8 jours, le document nous apprend que Jacques Helck et ses hommes ont réussi à s'enfuir à bord de la garde de Dieu, mais qu'ils ont dû abandonner toutes les fourrures qu'ils avaient échangées avec les autochtones. Et le document précise qu'il y avait plus de 5 à 6 000 castors qui valent plus de 15 000 livres, donc une somme énorme pour l'époque. Et le document des archives de l'amirauté de France nous apprend que la garde de Dieu est rentrée ensuite en France. Alors, le document des archives de l'amirauté de France complète la chronique de Nicolas von Wassenaer et les sources archivistiques hollandaises. Les 2 navires hollandais rencontrés par la garde de Dieu sont le Nieuw Nederland et le Mekerel. Et le Mekerel, c'est un navire qui a quitté l'île hollandaise de Texel le 16 juillet 1623. Il est arrivé près de Long Island le 12 décembre 1623 et il est resté à ce moment-là en embuscade dans l'attente de pouvoir attaquer un galion espagnol passant par là. Et c'est les hommes du Mekerel qui ont fait la traite avec la garde de Dieu dans la Thames River. Et le Nieuw Nederland, lui, c'est un navire de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Il était parti en mars 1624. Il est arrivé dans l'embouchure de la rivière Hudson au début de mai 1624. Et avec l'aide des hommes du Mekerel, qui étaient venus probablement par le détroit de Long Island, et l'East River, jusque dans la baie de New York, eh bien, le Nieuw Nederland a pu s'emparer de la garde de Dieu. Et le document des archives de l'amirauté de France ne nous donne aucune indication sur ce que la garde de Dieu a fait par la suite. En fait, les sources hollandaises nous apprennent que la garde de Dieu a poursuivi son voyage vers le sud et qu'elle est entrée dans la baie du Delaware, au sud donc de la baie de New York, et qu'elle a tenté de prendre possession du territoire. Mais ça s'est mal passé, parce que là, il y avait des colons qui avaient été laissés là par le Nieuw Nederland, et les colons ont résisté aux Français et les ont finalement chassés. Donc le document des archives de l'amirauté de France nous apprend aussi que la garde de Dieu, c'est un navire armé par Guillaume de Caen. Alors Guillaume de Caen, c'est un personnage connu dans l'histoire des débuts de la Nouvelle-France. Il appartient à une famille d'origine néerlandaise, installée surtout à Dieppe, mais aussi à Rouen. Alors Guillaume de Caen, lui, c'est un jeune marchand qui vit à Dieppe, il est protestant. Et il a un oncle paternel qui s'appelle Ézéchiel de Caen, qui lui vit à Rouen et qui est catholique. Et la famille de Caen a obtenu en janvier 1621 de Louis XIII le monopole de la traite des fourrures dans la vallée du Saint-Laurent, et donc elle a créé une compagnie qu'elle dirige. À cette époque-là, le chef de la Nouvelle-France, c'est le duc Henri de Montmorency, qui est vice-roi de Nouvelle-France, et Samuel de Champlain, qui est à Québec, est le lieutenant du vice-roi Henri de Montmorency. Alors Guillaume de Caen, c'est lui qui est chargé d'approvisionner la colonie de Québec chaque année, donc il arrive au printemps, il y passe la fin du printemps et tout l'été, il se livre à ce moment-là dans la vallée du Saint-Laurent à la traite des fourrures. Donc il ravitaille les hommes de Québec et il pratique la traite des fourrures. Et donc ça lui permet, en venant à Québec tous les ans, ça lui permet d'être informé par Champlain de tout ce qui se passe. Et donc Champlain a pu l'informer des efforts déployés par ses alliés amérindiens, donc les Algonquins, les Montagnais et les Hurons, pour négocier une paix
avec les Iroquois qui vivent au sud du lac Ontario et au sud du Saint-Laurent. Alors, vous savez, c'est pas Champlain qui a déclaré la guerre aux Iroquois. Les Iroquois étaient en guerre contre les alliés des Français, contre les Algonquins, les Montagnais et les Hurons, depuis vraisemblablement les années 1570, donc bien avant l'arrivée de Champlain, la fondation de Québec. Mais très vite, Champlain a été entraîné dans les guerres entre ses alliés amérindiens et les Iroquois, et il a participé à plusieurs combats, il a remporté plusieurs victoires contre les Iroquois, une en 1609, en juillet 1609, sur la pointe de Ticonderoga, au bord du lac Champlain, et la deuxième en juin 1610, près de l'embouchure de la rivière Richelieu. Mais il a participé à une troisième expédition en octobre 1615 dans le nord de l'actuel État de New York, près de la ville de Syracuse, contre un fort iroquois, un fort Onontaga. Mais là, ça s'était mal passé. Champlain avait été blessé et il avait dû être ramené par ses alliés Hurons en Huronie, porté sur le dos d'un Huron dans un panier. Et les Français ont toujours été favorables à une paix avec les Iroquois afin de développer la traite des fourrures. Et au début du XVIIe siècle, surtout à partir des années à partir de 1616, eh bien, on voit que les Iroquois essayent d'engager des négociations pour conclure une paix avec les alliés amérindiens des Français, avec les Hurons, les Montagnais et les Algonquins. Alors, cet effort des Iroquois pour conclure une paix avec les autres nations amérindiennes, eh bien, est à mettre en rapport avec l'arrivée des Hollandais dans la vallée de l'Hudson. La vallée de l'Hudson, elle a été explorée une première fois par Henry Hudson. Alors, c'est un Anglais, mais il travaillait pour la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, donc ça en 1609. Et à partir de 1609, les Hollandais ont commencé à fréquenter la vallée de l'Hudson. En 1614, une compagnie de la Nouvelle-Néerlande, avec monopole de la traite des fourrures, a été créée par les Néerlandais, et cette compagnie de la Nouvelle-Néerlande a construit un poste commercial dans le cours supérieur de l'Hudson, sur Castle Island, donc un fort qui s'appelle Fort Nassau. Et ce poste, il a fonctionné jusqu'en 1617 ou 1618. Bon, ça c'est quelque chose d'important parce que à cause de la présence des Néerlandais dans le cours supérieur de l'Hudson, les Alliés, donc une des nations iroquoises, a commencé une guerre contre les Mahicans, qui étaient les autochtones de la rivière de l'Hudson, de façon à pouvoir bénéficier de l'exclusivité des marchandises européennes apportées par les Néerlandais. Et donc finalement, les Alliés, donc les peuples iroquois, avaient tout intérêt à ce moment-là à conclure une trêve, une paix avec les Montagnais, les Algonquins et les Hurons, de façon à pouvoir se consacrer entièrement à leur guerre contre les Mahicans. Il ne faut pas oublier aussi que les Alliés avaient été affaiblis par leur défaite face aux Français et à leurs alliés amérindiens en 1609 et en 1610. Et Champlain n'a fait qu'encourager ces démarches en faveur d'une paix générale entre les nations amérindiennes dans l'Amérique du Nord-Est. Alors Champlain est d'autant plus favorable à la conclusion d'une paix avec les Alliés que ses relations avec les Montagnais deviennent de plus en plus tendues. Depuis 1612, les Français, une compagnie française a le monopole de la traite des fourrures dans la vallée du Saint-Laurent. Ça ne plaît pas du tout aux Montagnais parce que les Montagnais ne peuvent plus jouer sur la concurrence entre les traitants et ils ne peuvent pas ainsi obtenir des marchandises européennes au meilleur prix. Donc les tensions montent entre les Montagnais et les Français de Québec et il y a eu un drame à la mi-avril 1617 puisque 2 Français de Québec ont été assassinés par des Montagnais. Et les Montagnais ont commencé à fréquenter les marchands hollandais du fort Nassau, donc entre 1614 et 1618. Donc Champlain est tout à fait favorable à une paix avec les Iroquois, et en particulier avec les Alliés. Et alors ça, les négociations vont se faire par étapes.
D'abord, le 9 juin 1622, sont arrivés dans le camp des Montagnais de Québec deux Agnais. Ces deux Iroquois, ils venaient pour rendre visite à des prisonniers iroquois qui étaient détenus par les Montagnais de Québec. Champlain l'a appris, il les a fait venir dans l'habitation de Québec, il les a très bien reçus et il a proposé aux Montagnais de Québec d'envoyer des ambassadeurs chez les Agnais et Champlain a même fourni à ces ambassadeurs montagnais des marchandises européennes, les sources nous disent pour une valeur de 38 castors. Et donc en 1622, en juillet et en août 1622, quand Guillaume de Quesne est arrivé à Québec, Champlain lui a raconté tout ça et Guillaume de Quesne était absolument enchanté. Alors l'ambassade des Montagnais chez les Agnais, comment s'est-elle déroulée? On ne le sait pas exactement, mais vraisemblablement ça s'est bien passé, puisque l'été suivant, en juillet et en août 1623, eh bien, Guillaume de Quesne a séjourné de nouveau à Québec, aux côtés de Champlain, et Guillaume de Quesne s'est montré très enthousiaste face aux perspectives de paix générale entre toutes les nations de l'Amérique du Nord-Est. Et le 31 juillet 1623, sur l'île Saint-Ignace, en face de l'embouchure de la rivière Richelieu, eh bien, Guillaume de Quesne a fait en sorte que les deux montagnais qui avaient assassiné des Français soient pardonnés. Et cette décision, elle a été prise pour calmer la situation. Et en même temps, Guillaume de Quesne et Champlain ont chargé un récollet, le père Joseph Le Caron, de partir en mission chez les Hurons et de leur demander aux Hurons de venir à Trois-Rivières en 1624, l'été suivant, pour la traite et aussi pour rencontrer les Iroquois afin de concrétiser la paix. Et les Guillaume de Quesne et Champlain ont également demandé à ce récollet, au père Joseph Le Caron, d'envoyer 2 Français l'accompagnant à partir de la Huronie chez les Nipissing et chez d'autres nations autochtones de la région afin de leur demander à elles aussi de venir à Trois-Rivières pendant l'été 1624 pour la conclusion d'une paix générale avec les Iroquois. Donc vous voyez, l'enthousiasme règne à Québec auprès de Guillaume de Quesne et de Champlain. Et c'est à ce moment-là que Guillaume de Quesne et Champlain ont envisagé la création d'un comptoir de traite chez les Iroquois. Ce comptoir de traite, il offrait beaucoup d'avantages. Il devait permettre aux Hurons d'aller traiter avec les Français beaucoup plus près de chez eux, et ça permettait d'éviter l'obstacle des Algonquins. Les Hurons, pour venir dans la vallée du Saint-Laurent, ils sont obligés de passer par la rivière des Français et puis par la rivière des Outaouais. Mais dans l'île Morrison, sur la rivière des Outaouais, les Algonquins font barrage et leur prélèvent une partie de leur fourrure. Donc, accéder aux marchandises françaises directement dans la vallée du Saône, ce serait beaucoup plus pratique pour les Hurons. Alors, Guillaume de Quesne est revenu en France, donc pendant l'automne 1624, et dès à ce moment-là, il a commencé à envisager la création d'une grande compagnie française des Indes occidentales, et il a décidé au printemps 1624 d'envoyer 5 navires en Nouvelle-France. Alors il a dû pour ça acheter un navire au Pays Basque espagnol, et donc il a envoyé un homme pour faire l'acquisition de ce navire à la fin de l'année 1623. Mais le problème, c'est que Guillaume de Quesne, à Dieppe, était à ce moment-là étroitement surveillé par des espions néerlandais. Le port de Dieppe était un nid d'espions. Il y avait beaucoup de Néerlandais qui vivaient à l'époque à Dieppe. Il y avait une communauté néerlandaise très importante. Alors Guillaume de Quesne lui-même appartenait à la communauté néerlandaise. Il était d'origine flamande. D'ailleurs, les sources nous disent qu'il parlait le flamand couramment. Et alors là, il faut rappeler un petit peu le contexte des relations entre les Provinces-Unies, donc les actuels Pays-Bas, et l'Espagne. Depuis 1621, la guerre entre les Provinces-Unies et l'Espagne a repris. Et les Néerlandais ont décidé à ce moment-là d'attaquer l'Espagne au cœur de sa puissance, c'est-à-dire dans ses colonies. Et ils ont créé une compagnie, en 1621, ils ont créé une compagnie néerlandaise des Indes occidentales.
de façon à pouvoir essayer de s'emparer du Brésil, qui était contrôlé par l'Espagne. Mais bon, cette compagnie néerlandaise des Indes occidentales, elle a été assez inactive pendant très longtemps. C'est seulement en juillet 1623 qu'elle a envoyé une flotte vers la Guinée, et puis aussi vers le Brésil, et aussi vers vers la côte est de l'Amérique du Nord. C'est à ce moment-là qu'est parti le Mékrel, donc le 16 juillet 1623. Alors, les Néerlandais sont au courant du projet de création d'une compagnie française des Indes occidentales par Guillaume de Caen. On sait que la nouvelle est parvenue aux Provinces-Unies en mars 1624. L'ambassadeur des Provinces-Unies à Paris a envoyé une lettre en parlant à Amsterdam. La compagnie néerlandaise des Indes occidentales a même reçu des courriers de marchands néerlandais vivant en France. Et le projet de Guillaume de Caen a fait très peur aux Néerlandais. Alors, ils sont assez embêtés parce qu'ils ne veulent pas se fâcher avec la France. Ils ont besoin de la France dans la guerre contre l'Espagne. Et un traité d'alliance est en négociation entre les Provinces-Unies et la France. Il sera signé en juin 1624. Ce sera le traité de Compiègne. Et pour faciliter les discussions, eh bien, les Néerlandais ont proposé aux Français d'unir la Compagnie française des Indes occidentales, donc que Guillaume de Caen était en train de former, avec la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Mais en même temps, les Provinces-Unies jouent un double jeu. Quand le navire acheté par Guillaume de Caen au Pays Basque espagnol est venu à Dieppe, donc au printemps 1624, en mars 1624, eh bien, il a dû passer au large de Plymouth en Angleterre, et là, eh bien, un navire de guerre hollandais armé par les États généraux des Provinces-Unies l'attendait et l'a saisi. Donc en même temps, donc les Néerlandais essayent de favoriser une alliance avec la France, mais ils essayent malgré tout de contrecarrer les plans de Guillaume de Caen. Ils saisissent donc son navire qu'il venait d'acheter, et à la fin du mois de mars 1624, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales a aussi envoyé le navire New Nederland en Amérique du Nord avec 30 familles de colons, justement pour empêcher la garde de Dieu de Jacques Elck de fonder un comptoir chez les Iroquois. Et au début du mois quand Jacques Elck et son navire sont revenus en France, au début du mois de septembre 1624, eh bien, ils ont eu aussi une surprise parce qu'au large de l'Angleterre, il y avait deux grands navires de guerre hollandais qui les attendaient et qui les ont interceptés. Et donc, ils ont pu saisir toutes les fourrures que la garde de Dieu contenait encore, et les pertes de Guillaume de Caen, donc qui avait armé ce navire, ont été énormes puisqu'elles s'élevaient à peu près à 50 000 livres. Donc le document que j'ai retrouvé dans les archives de l'Amirauté de France, il met en lumière les circonstances de l'envoi du New Nederland dans la baie de New York en 1624. L'objectif de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, c'était d'empêcher la garde de Dieu de fonder un comptoir dans la vallée de l'Hudson pour faire la traite des fourrures directement avec les Iroquois. Et cette décision d'envoyer la garde de Dieu chez les Iroquois a été prise par Samuel de Champlain et Guillaume de Caen à Québec pendant l'été 1623 afin de profiter d'une paix générale entre les nations amérindiennes de toute l'Amérique du Nord-Est qui était en préparation. Alors cette paix générale entre toutes les nations amérindiennes de l'Amérique du Nord-Est, elle a été conclue. Elle a été conclue en juillet 1624 à Trois-Rivières. Une paix a été conclue entre les Français, représentés par Champlain et Guillaume de Caen, mais aussi avec les Hurons, les Algonquins, les Népissingues et les Montagnais d'une part, et les Agnais d'autre part. Alors,
Champlain reste silencieux sur la conclusion de cette paix à Trois-Rivières pendant l'été 1624. Il n'en parle pas dans ses ouvrages, il n'en parle pas dans ses voyages de 1632. Cette paix, elle est connue uniquement grâce à un récollet, Christian Leclerc, dans son livre « Premier rétablissement de la foi » qui est paru en 1690. Et si Champlain est resté silencieux sur la conclusion de cette paix, c'est en fait parce qu'il était très déçu, parce que son plan avait échoué. L'établissement français dans la vallée de l'Hudson, eh bien, n'a jamais pu voir le jour. Et le New Netherland donc a réussi à se débarrasser de la garde de Dieu de Jacques, de l'expulser de la baie de New York. Et les familles qui étaient dans le New Netherland, eh bien, elles ont poursuivi leur voyage, elles ont remonté l'Hudson et elles ont construit le fort Orange dans le cours supérieur de l'Hudson, donc près de l'actuelle ville d'Albany. Et les montagnais donc, ont commencé à profiter de la paix avec les Alliés pour s'approvisionner en marchandises européennes auprès des Hollandais du fort Orange, afin de profiter de meilleurs prix que ceux que proposaient les Français. Mais ça n'a pas duré très très longtemps parce que en 1628, les Alliés ont remporté la victoire sur les Mahicans. Et donc, à partir de 1628, les Alliés contrôlent toute la vallée de l'Hudson. Et à ce moment-là, ils s'arrangent pour avoir l'exclusivité des produits européens qui arrivent par le fort Orange. Et à partir de 1628, ils ont repris leur guerre contre les montagnais et les autres alliés amérindiens des Français. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cet aspect un peu inattendu de l'histoire des débuts de Québec vous a intéressé. Puis j'espère surtout que la ville de Québec pourra être associée à juste titre au 400e anniversaire de la fondation de New York qui, je l'espère, ne manquera pas d'être célébré en mai 2024.